Vous êtes-vous déjà imaginé tomber sur des rapports du monde entier, tous relatant la même chose? La même chose, dites-moi plus. Eh bien, figurez-vous, des navires sur toutes les mers du globe rapportent avoir aperçu quelque chose d'étrange, d'inhabituel, une chose difficile à décrire, mystérieuse alors. Absolument. Longue en forme de fuseau, certains la décrivent comme illuminée d'une lumière étrange. Mais le plus frappant, c'est sa taille et sa vitesse. Plus rapide et plus grande que n'importe quelle baleine. Ah oui, je commence à comprendre. Une véritable énigme. Qu'est-ce que les gens en pensaient à l'époque? Eh bien, imaginez un peu. L'émoi, bien sûr, mais aussi beaucoup de scepticisme. On parlait même d'apparitions surnaturelles. C'est ce mystère initial, ce point de départ fascinant qui nous plonge aujourd'hui au cœur d'un livre absolument captivant. Un livre intéressant. Et quel est notre objectif aujourd'hui? Dévoiler tous les secrets de ce livre. Pas exactement. Vous savez ce qui rend un bon livre vraiment captivant, c'est ce qui reste caché, ce qui nous pousse à tourner les pages. Notre objectif, c'est de comprendre ce qui rend ce récit si unique, si prenant, sans jamais vous gâcher le plaisir de la découverte. Je vois. On va explorer les coulisses de l'histoire, en quelque sorte. Dévoiler les mécanismes, les thèmes, les personnages, sans jamais lever le rideau sur la fin. Exactement. On va parler des thèmes porteurs de ce roman, des personnages qui marquent l'imaginaire, des moments clés qui provoquent une émotion, une réaction. Tout cela pour vous donner envie, j'espère, de plonger vous-même dans cette aventure hors du commun. C'est une excellente approche. On aiguise la curiosité sans éventuellement la satisfaire complètement. Hmm. Commençons alors par le commencement. Qu'est-ce qu'on sait de cette fameuse chose aperçue par les marins? Dès les premiers rapports, une description assez cohérente se dessine. Un objet allongé, fusiforme, doté d'une vitesse surprenante et d'une force de propulsion incroyable. Vitesse surprenante, force de propulsion. Ce ne sont pas des termes qu'on utilise habituellement pour décrire des phénomènes naturels. Non, en effet. Certains marins allaient même jusqu'à suggérer une forme d'intelligence derrière ces apparitions. Ah, ça devient encore plus intriguant. Et comment le monde scientifique de l'époque réagissait-il à ces témoignages? Figurez-vous que des sommités de l'époque, des scientifiques de renom comme Cuvier, Lacépède, Dumeril, de Quatrefages. Attendez, des noms importants dans le domaine des sciences naturelles. Cuvier, le père de l'anatomie comparée, Lacépède, un pionnier de l'ichthyologie. Que pensait-il de tout cela? Eh bien, leur scepticisme, vous imaginez bien, était considérable. Des scientifiques de cette envergure, ils auraient catégoriquement nié l'existence d'une telle créature sans preuve absolument irréfutable. C'est compréhensible. À cette époque, la connaissance du monde marin était encore limitée. Dépasser ces limites, c'était remettre en question des années de recherche, des théories établies. Exactement. Et les estimations de la taille de cette créature, imaginez un peu. Certains parlaient de 60 mètres, d'autres de près de 5 kilomètres de long. 5 km, c'est colossal. Difficile d'imaginer une créature aussi gigantesque. Oui, c'est vrai. Mais même en prenant les estimations les plus raisonnables, on arrivait à des dimensions phénoménales, bien au-delà de tout ce qui était connu en ichthyologie, l'étude des poissons. Alors comment expliquer ce basculement? Comment est-on passé du déni total à une forme d'acceptation, même timide, de l'existence de cette créature imprinte? C'est un processus progressif, alimenté par l'accumulation de témoignages, mais aussi par des événements concrets. L'incident du Scotia, par exemple, a marqué les esprits. Le Scotia. Racontez-moi ça. Le capitaine Anderson, commandant du Scotia, un vapeur transatlantique, constate avec effroi que l'eau envahit un compartiment du navire à une vitesse alarmante. Un compartiment qui prend l'eau. Ça ne présage rien de bon. Non, en effet, un examen plus approfondi révèle un trou béant de 2 mètres de large dans la coque. 2 mètres. Qu'est-ce qui a bien pu causer des dommages pareils? L'impact selon les témoignages de cette mystérieuse créature. Le Scotia, avec ses roues à aubes à moitié submergées, est contraint de poursuivre sa route avec un retard considérable. Imaginez l'inquiétude à Liverpool, le port de destination. Un événement comme celui-là, impossible de l'ignorer. Il a dû frapper l'imagination du public, alimenter les rumeurs et les spéculations. Absolument. Et c'est dans ce contexte, avec une opinion publique en ébullition, qu'entre en scène le commandant Farragut. Farragut. Qui est-ce? C'est lui qui commande l'expédition de l'Abraham Lincoln, une frégate de la marine américaine. Il est bien décidé à traquer cette créature qu'il qualifie de gigantesque cétacé. Ah, un homme d'action étassé. Avec quels moyens partit l'aventure humaine? L'Abraham Lincoln est un navire de guerre équipé d'un armement impressionnant pour l'époque, notamment un canon à chargement par la culasse, capable de tirer un obus conique de 4 kg à 16 km de distance. 16 km BR.
On parle d'une puissance de feu considérable pour l'époque. Oui, c'est une arme redoutable, à la pointe de la technologie. On sent la détermination de Farragut, sa volonté de ne rien laisser au hasard. Et son équipage, comment réagissent-ils à cette mission hors du commun? L'atmosphère à bord est électrique, anticipation, excitation, mais aussi une certaine appréhension. Tout l'équipage est conscient de l'importance de cette mission. On imagine facilement la tension, l'impatience. Partir à la chasse à un monstre marin, c'est une aventure extraordinaire. Absolument. Et parmi cet équipage, 2 personnages vont jouer un rôle clé dans notre histoire, le professeur Aronnax et le harponneur Ned Land. 2 personnages qui semblent bien différents. Oui, dès leurs premières interactions, un contraste saisissant apparaît. Aronnax, un scientifique renommé, est un homme de savoir, avide de comprendre. Il est naturellement enclin à croire en l'existence de cette créature. Un esprit scientifique ouvert à de nouvelles découvertes. Exactement. Ned Land, quant à lui, est un homme de terrain, un harponneur expérimenté. C'est un pragmatique qui se méfie des théories et des spéculations. Un homme d'action qui préfère l'expérience concrète aux élucubrations intellectuelles. Oui. Il rejette d'un revers de la main les histoires de narvals attaquant des navires en bois ou les légendes de Kraken. Des créatures fantastiques, issues du folklore marin. Exactement. Ned Land, avec son expertise de la mer, se base sur ce qu'il connaît. Il met en doute la capacité d'une baleine, même d'un cachalot, d'infliger de tels dommages à un navire moderne. Un point de vue intéressant. Un homme qui se fie à son expérience, à sa connaissance du monde réel. Oui, et c'est ce qui rend leur relation si fascinante. 2 visions du monde qui s'opposent se confrontent. La science et l'expérience, la théorie et la pratique. L'Abraham Lincoln quitte donc le port de New York, cap au sud. Il longe la côte et de l'Amérique à une vitesse impressionnante. Puis le commandant Farragut décide de ne pas emprunter le détroit de Magellan. Le détroit de Magellan, non trop risqué. Trop étroit, probablement, pour une créature de cette taille. L'équipage approuve d'ailleurs la décision à l'unanimité, convaincu que le monstre était trop imposant pour passer par ce détroit. Ils mettent donc le cap sur le Cap Horn. Oui, ils choisissent de contourner l'Amérique du Sud par le sud, bravant les eaux tumultueuses du Cap Horn. Un choix audacieux. Et la chasse commence casse. Imaginez ces marins scrutant l'horizon jour après jour, guettant le moindre signe de leur proie insaisissable, l'excitation, la tension à chaque fois qu'un dos sombre émerge des flots. Et la déception quand il s'avère que ce n'est qu'une baleine nain. Oui, et les fausses alertes se multiplient. Baleines, cachalots, bancs de poissons. Tout est prétexte à un regain d'espoir, suivi d'une inévitable déception. Des mois de recherche, sans résultat tangible. Le moral de l'équipage doit en prendre un coup. La frustration grandit, l'envie de rentrer se fait sentir de plus en plus forte. Seul le commandant Farragut, avec cette détermination inébranlable, parvient à maintenir le cap. Un leader charismatique, capable de galvaniser ses troupes. Oui, il convainc l'équipage de tenter une dernière fois leur chance, 2 jours de plus avant de faire demi-tour. 2 jours qui vont changer leur destin. Imaginez la scène, une nuit noire. Les Abraham Lincoln, voguant sur une mer calme, et soudain, à quelques encablures du navire, la mer s'illumine. S'illumine, mecca, il voulait dire. Phosphorescence. Non, c'est bien plus intense, inexplicable. La créature, immergée à quelques mètres de profondeur, projette une lumière vive, magnifique. Comme le mentionnaient certains rapports, une lumière surnaturelle. Oui, cette irradiation forme un immense ovale allongé sur l'eau, un spectacle à la fois magnifique et effrayant. La créature se dévoile enfin, et l'équipage est à part de ça. La tension est à son comble. Tout le monde se prépare au combat. Les harpons sont prêts, les canons chargés. Ned Land, lui, affûte son harpon avec un calme glacial. L'homme d'action entre en scène. La confrontation est brutale. La créature fonce sur l'Abraham Lincoln, heurtant le navire avec une force incroyable. L'hélice et les gouvernails sont brisés. Le navire est incontrôlable. Une attaque fulgurante, dévastatrice. Dans la confusion, Aronnax, Conseil et Ned Land sont projetés par-dessus bord. Ils se retrouvent en pleine mer, accrochés à un débris flottant, tandis que la frégate disparaît dans la nuit. Isolés, perdus en mer, que leur arrive-t-il? Alors que tout espoir semble perdu, un événement inattendu se produit. L'obscurité est soudainement balayée par une lumière électrique intense. Une lumière électrique intense. En pleine mer. Intriguant. Nos 3 naufragés se retrouvent à l'intérieur d'un vaisseau étrange, un sous-marin comme ils n'en ont jamais vu. C'est là qu'ils rencontrent le commandant. Le commandant de ce sous-marin. Un homme énigmatique, au regard perçant, à l'assurance inébranlable. Aronnax perçoit en lui une force tranquille, un courage indéniable. Un personnage mystérieux qui commande un navire tout aussi mystérieux. La communication s'avère difficile. Le commandant et son équipage ne parlent pas français. Conseil tente de s'exprimer en allemand sans succès.
Une barrière de la langue qui ajoute au mystère. Oui, un sentiment d'isolement, d'incompréhension. Et comment sont-ils traités? Comme des prisonniers. On pourrait le penser, mais le commandant leur offre le gîte et le couvert. Ils sont conduits à dîner dans un décor luxueux, mais étrange. Un dîner étrange. Qu'est-ce que vous voulez dire, Eof? Imaginez. Foie de tortue, filet de requin, steak de chien de mer, pas de pain, pas de vin. Une cuisine raffinée, mais aux saveurs inconnues. Des produits de la mer préparés avec soin. On sent une certaine sophistication, malgré l'étrangeté. Oui, et la vaisselle elle-même est gravée d'une lettre mystérieuse entourée d'une devise. Un luxe insolite dans ce lieu hors du commun. Le mystère s'épaissit. Et comment réagissent nos 3 héros face à cette situation? Leurs réactions sont très différentes. Ned Land, l'homme d'action, bouillonne d'impatience. Il ne rêve que d'évasion, de retrouver sa liberté. Un désir compréhensible. Le professeur Aronnax, quant à lui, adopte une attitude plus contemplative. Il est fasciné par ce qu'il découvre, par l'intelligence et la technologie de ce sous-marin. Un scientifique avant tout, curieux de percer les secrets de ce lieu. Oui, et c'est là que le commandant intervient. Il s'adresse à Aronnax, révélant qu'il connaît son travail sur les fonds marins. Il sait qui est Aronnax seulement. Oui, il semble connaître ses recherches, ses publications. Et au lieu de les traiter comme des prisonniers, il leur propose un marché. Un marché, et vous? Il leur offre un voyage extraordinaire à bord de son sous-marin, l'occasion unique d'observer des merveilles insoupçonnées dans les profondeurs de l'océan. Une proposition incroyable. Oui, mais en échange, ils doivent accepter de rester à bord du sous-marin, de ne jamais révéler son existence. Un pacte avec le diable, Eve. On pourrait le dire. Le commandant révèle aussi le secret de la puissance motrice du sous-marin. L'électricité. L'électricité. Mais comment est-ce possible au fond? Il explique qu'il ne s'agit pas de l'électricité conventionnelle, qu'il l'attire de la mer elle-même grâce à des procédés inconnus. Il évoque même des mines sous-marines. Un génie. Il devance son époque de plusieurs décennies. Le mystère s'épaissit encore. Le commandant révèle que le sous-marin, baptisé Nautilus, a été construit en secret sur une île déserte. Une île déserte. Pourquoi un tel secret? Le commandant est un homme qui fuit le monde, la civilisation. Il a choisi de vivre en marge, dans les profondeurs de l'océan. Un ermite des temps modernes. Commence alors pour Aronnax et ses compagnons un voyage extraordinaire à travers les mers du globe. Leur première excursion en scaphandre sur le fond marin est une expérience inoubliable. Un monde nouveau s'ouvre à eux. Ils découvrent une faune et une flore d'une richesse incroyable, des coraux multicolores, des poissons aux formes étranges, des forêts d'algues géantes. Un véritable spectacle de la nature. Oui, mais ce voyage n'est pas sans danger. Lors d'une descente à plus de 100 mètres de profondeur, ils découvrent l'épave d'un navire récemment coulé. Un naufragé. Oui, le Florida, un navire marchand. Des corps sont encore accrochés au pont, une vision tragique qui rappelle la puissance de l'océan. Un rappel brutal que la beauté de la nature peut aussi être mortelle. Le Nautilus poursuit sa route, les menant jusqu'à l'île de Vanikoro. Vanikoro. Une île du Pacifique, connue pour être le lieu du naufrage de l'expédition de la Pérouse. La Pérouse de Vaner et la Pérouse, le célèbre explorateur français. Oui, le commandant semble s'intéresser de près à ce naufrage historique. Pourquoi un tel intérêt à Bunsey? Le Nautilus traverse ensuite le détroit de Torres, un passage maritime très dangereux semé de récifs. Un défi pour le sous-marin. Oui, mais le commandant, grâce à sa connaissance des marais et à des instruments de navigation sophistiqués, parvient à le franchir sans encombre. Un capitaine en paire. Il rencontre ensuite des indigènes papous, curieux de voir ce vaisseau étrange. Une rencontre avec les habitants de ces terres lointaines. Oui, mais la situation dégénère. Les papous deviennent hostiles, lançant des flèches sur le Nautilus. Une réaction hostile. Le commandant, pourtant, refuse de riposter. Il préfère fuir, évitant tout contact avec les humains. Un pacifiste évilé, un misanthrope. Difficile à dire. Le Nautilus poursuit son périple sous-marin, traversant la mer Rouge. La mer Rouge. Oui, et là, le commandant révèle l'existence d'un passage secret. Un tunnel sous-marin qu'il a découvert. Un tunnel sous-marin. Incroyable! Ce tunnel, qu'il appelle Arabian Tunnel, passe sous l'isthme de Suez, reliant la mer Rouge à la Méditerranée. Une découverte extraordinaire. Oui. Le commandant explique qu'il a déduit l'existence de ce tunnel en observant des espèces de poissons identiques dans les deux mers. Un esprit brillant, capable de déduire l'impossible à partir de simples observations. Le Nautilus entre donc en Méditerranée, un nouveau terrain d'exploration.
Et que découvre-t-il dans cette mer mythique? Il visite des épaves romaines, des ruines englouties, des volcans sous-marins. Des trésors archéologiques? Oui, et on entrevoit la fortune considérable du commandant, probablement issue de trésors engloutis. Des trésors amassés au fil de ses explorations? Oui, on découvre aussi son intérêt pour la légendaire Atlantide. Atlantide, la cité perdue. Il se retrouve dans une zone volcanique où la chaleur est intense. Et le commandant inscrit le mot Atlantide sur un rocher. Une preuve de l'existence d'Atlantide. Mystère. Le voyage se poursuit à travers l'océan Atlantique. Il traverse la mer des Sargasses, un écosystème unique rempli d'algues flottantes. Un endroit étrange, mystérieux. Oui, il croise ensuite des baleines. Mais le commandant refuse de les chasser. Il les admire, les respecte. Un amoureux de la nature, oui. Mais il est aussi capable de violence. Ils assistent à une bataille féroce entre des cachalots et un adversaire invisible, probablement le Nautilus. Un combat mort dans les profondeurs de l'océan. La mer se teinte de rouge, jonchée de cadavres, une scène terrifiante. L'alouette de la jungle. Le Nautilus poursuit sa route vers le sud, bravant les tempêtes et les icebergs. Vers l'Antarctique. Oui, ils atteignent finalement le pôle sud, un exploit incroyable pour l'époque. Les limites de l'exploration repoussées encore plus loin. Mais leur aventure prend une tournure dramatique. Le Nautilus se retrouve piégé sous un immense champ de glace. Un piège mortel. L'air commence à manquer à bord. La situation devient critique. Que font-ils? Le commandant, avec un sang-froid incroyable, utilise le Nautilus comme un bélier pour briser la glace. Un combat titanesque. Après des heures d'efforts, ils parviennent enfin à se libérer, mais une nouvelle menace les attend. Encore un danger. Un navire de guerre se lance à leur poursuite. Le commandant ordonne de riposter. Des tirs de canon. Oui, et au milieu de cette confrontation, on entrevoit le passé du commandant, sa haine pour le monde extérieur. Un passé douloureux qui explique sa misanthropie. Mystère. Un cri retentit alors à bord. Maelstrom. Le Maelstrom, le tourbillon géant cousin. Un danger mortel qui menace d'engloutir le Nautilus. Une fin dramatique, Rouillin. La suite, vous la découvrirez en lisant ce livre extraordinaire. Un récit d'aventure captivant, rempli de rebondissements, de mystères et de découvertes incroyables. Une plongée dans l'inconnu, au cœur des océans, aux côtés de personnages inoubliables. Un voyage extraordinaire qui vous transportera dans un monde fascinant. Si vous souhaitez découvrir le fin mot de cette histoire, les secrets du Nautilus et le destin du professeur Aronnax, nous vous invitons à vous procurer l'édition illustrée originale de l'édition Quill. Disponible sur Amazon.fr. Les illustrations magnifiques vous plongeront encore davantage dans l'univers fascinant de ce livre. Laissez-vous emporter par l'aventure. Merci de nous avoir accompagnés dans ce Deep Dive Low. À bientôt pour une nouvelle exploration.